L'invité de BFM Business, Fabien Chamblanc. Et bienvenue dans le 12-30. On est en compagnie de Thomas France, cofondateur de la Maison du Bitcoin. Bonjour. Bonjour. Alors, la Maison du Bitcoin, vous allez d'abord nous expliquer ce que c'est. C'est à Paris, dans le 2e arrondissement. Et qu'est-ce que vous faites? C'est ça, c'est 35 rue du Caire. C'est un espace physique, c'est une boutique de 200 mètres carrés dédiée au Bitcoin. Donc, c'est le premier en France et en Europe. Et dans cette Maison du Bitcoin, vous pouvez tout simplement acheter du Bitcoin, se renseigner sur le Bitcoin. Donc, on a mis en place le premier comptoir d'achat de Bitcoin en France. C'est également un peu un lieu, on va dire, d'évangélisation, d'éducation sur la technologie Bitcoin. Donc tous les mois, on a une formation 101 pour les débutants sur le Bitcoin, donc qui rassemble une 50aine de personnes. Vous avez aussi des événements pour les entreprises qu'on accompagne sur les différents enjeux et les thématiques du Bitcoin. Donc finalement, dans les gens qui viennent vous voir, il y a des gens qui connaissent déjà bien et puis d'autres qui ont un peu envie d'apprendre et d'être moins idiots en ressortant, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui viennent pour vraiment se renseigner. Ils ont entendu parler de ça à la télé. Ils se disent, j'ai entendu parler souvent négativement. Ils se disent, tiens, il y a une maison, essayer de se renseigner un petit peu sur tout ça. Et généralement, ils repartent avec quelques fractions de Bitcoin pour pouvoir effectuer une première transaction, sécuriser ses Bitcoins, vraiment apprendre. On ressort moins bête quand on a quelques Bitcoins et qu'on peut jouer avec, tester et prendre part aux différentes choses qu'on peut faire avec le Bitcoin. Bon, alors justement, on en parle du Bitcoin, mais on n'a pas encore vraiment dit comment ça se passait. C'est quoi? Voilà, donc le Bitcoin, c'est assez compliqué à expliquer ça en 3 minutes. C'est comme si je vous expliquais tout le système financier mondial. C'est assez complexe. Bon, le Bitcoin pour les nuls. Mais disons que pour un utilisateur qui a un Bitcoin, qui a un compte Bitcoin, c'est quelque chose qui s'apparente assez fortement à une monnaie. En fait, vous pouvez recevoir de l'argent, vous pouvez payer sur 60 000 magasins sur Internet. Il y a plus de 1000 magasins physiques sur lesquels vous pouvez acheter des produits en Bitcoin. Il y en a une centaine en France. Vous pouvez payer, vous pouvez être payé, vous pouvez effectuer une prestation et être payé en Bitcoin. Vous pouvez donc c'est assez similaire au final à une monnaie classique. La grosse différence elle est basée sur la technologie, le Bitcoin en tant que protocole qui permet d'utiliser cette monnaie. Donc le Bitcoin en tant que protocole, lui permet de répondre à un problème fondamental sur Internet. C'est comment est-ce que je résous le problème de la confiance entre deux personnes qui se connaissent pas. Et le Bitcoin, le protocole Bitcoin résout ce problème par l'intermédiaire justement d'un grand livre comptable décentralisé, cette blockchain, d'un réseau de certification des transactions et de cryptographie d'algorithmes. Dans un système classique, on va dire monétaire, vous avez une banque centrale, des banques qui garantissent, en fait c'est le tiers de confiance qui garantit les positions de chacun et la mise à jour de ces transactions à la fin de chaque journée, de manière un peu schématique. Dans le réseau Bitcoin, en fait, cette confiance est décentralisée. Ce grand livre est comptable et ouvert, décentralisé, auditable, n'importe qui peut le consulter. Et il y a un consensus qui se fait sur les positions de chacun de par ce protocole. Alors le Bitcoin, la monnaie normale, on la place à la banque, elle est sécurisée. Le Bitcoin, on le met où? Voilà, en fait, on ouvre un compte sur le réseau Bitcoin. Donc ça, vous pouvez le faire très simplement par l'intermédiaire d'une application que vous téléchargez sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou alors sur Internet, tout simplement. Et voilà, vous créez une adresse sur le réseau Bitcoin et tout simplement, c'est situé dans le réseau et ensuite chacun peut y avoir accès, chacun peut consulter en fait la présence ou non de cette adresse sur ce grand livre comptable. Alors c'est simple, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé? Parce qu'on a eu récemment un gros scandale au Japon, MTGOX, une plateforme en fait qui était assez connue d'ailleurs dans le secteur, qui s'est fait attaquer et on a perdu des bitcoins. Il y en avait pour plusieurs millions de dollars, je crois 380. Oui. Alors là-dessus, le bitcoin en tant que tel n'a jamais été mis en cause dans cette faillite. Disons que le protocole Bitcoin, lui, pour le coup, est fiable. Il est, comme je disais, open source, auditable. Il a été audité par des milliers de personnes, des centaines d'experts. Et il y a un consensus qui se fait que, ok, d'accord, là, il y a une prouesse technologique derrière tout ça. Il y a vraiment quelque chose de concret, de fort. Ce qui s'est passé sur MTGOX, c'était en fait une société qui faisait du dépôt, qui recevait des Bitcoins en dépôt et qui faisait de l'échange contre des euros et des dollars. Donc en fait, c'était une place de marché. C'était une place de marché qui était mal gérée. Sur lequel il y a eu des fraudes au sein de cette place de marché et des vols de Bitcoin au sein de cette place de marché. Vous nous dites que ça peut arriver dans le système classique finalement, une place de marché qui fait faillite. Effectivement, c'est navrant, c'est des faillites qui peuvent arriver, qui sont arrivées dans l'instauration des banques. Et vous avez des banques qui font faillite, vous avez des établissements qui font faillite. Là, MTGOX, c'était une mauvaise herbe qui est partie. Maintenant, on va vers les places de marché sont beaucoup plus sérieuses avec des entrepreneurs de renom, avec une régulation plus forte parce que quand vous êtes
êtes une place de marché, vous détenez des positions pour compte de tiers, vous êtes sous le régime de la DSP2, vous avez besoin d'avoir un certain nombre d'agréments des autorités bancaires, donc c'est beaucoup plus sérieux. Et de manière générale, toutes ces sociétés en Bitcoin sont plus transparentes. Vous avez la possibilité de vérifier en fait les positions dans la blockchain, dans ce grand livre comptable. Donc il y a des possibilités d'avoir des sociétés beaucoup plus transparentes qui inspirent beaucoup plus confiance du fait de cette transparence. Donc la confiance justement qui semble-t-il revient. En tout cas, chez nos politiques, elle revient. Alors jusque-là, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop, mais là on commence à vouloir réguler tout ça, tout en disant que le Bitcoin, ça a beaucoup d'avantages. On va écouter là-dessus un sénateur, c'est Philippe Marini, président de la Commission des finances au Sénat, qui nous explique bien que lui, il trouve des avantages au Bitcoin. C'est un outil intéressant par la manière dont il est conçu, par la sécurité d'enregistrement des opérations qu'il apporte. C'est la conception même du système qui permet d'enregistrer de façon parfaitement fiable et incontestable toutes les transactions dans une mémoire centrale. C'est cela qui est original, me dit-on, mais en même temps un outil qu'il faut évaluer, encadrer, réguler. Donc notre approche est double. Elle consiste à dire on ne peut pas interdire, et de toute façon, dans le monde d'Internet, l'interdiction est rarement pertinente. Mais parallèlement, il faut apporter de la sécurité pour que les partenaires aux transactions sachent ce qu'ils font et les risques qu'ils prennent. Voilà donc Philippe Marini, président de la Commission des finances au Sénat. Donc c'est intéressant, mais il faut sécuriser tout ça. Vous comprenez ce qu'il nous dit? Oui, bien sûr. Donc c'est très positif. On est très content d'entendre un rapport qui voit aussi ce qu'il y a derrière, la technologie, les avantages, et pas seulement brandir les risques et les risques liés au blanchiment, au financement du terrorisme qui sont. Oui, parce que c'est ça. Il y a le Bitcoin, c'est anonyme, donc on ne sait pas qui fait quoi. Alors le Bitcoin n'est pas anonyme en tant que tel. Il est pseudonyme. Je vous parlais d'un grand livre comptable décentralisé, donc ça veut dire que toutes les transactions sont consultables par n'importe qui. Donc on ne peut pas remonter, on ne peut pas savoir qui physiquement a fait. Après, quand vous avez une plateforme d'échange euro-bitcoin, là vous rentrez dans le système financier classique, et là effectivement vous avez une régulation. Et vous avez une régulation pour mettre en place des luttes anti-blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme, et de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur moyen pour blanchir de l'argent. Enfin, quelque chose qui est ouvert, consultable par tous, voilà, c'est pas le meilleur moyen. Vous utilisez du cash ou vous utilisez d'autres systèmes, il y a des choses plus efficaces, on va dire. Mais disons que c'est quand même très positif de voir que donc le Sénat voit les aspects très positifs. Les dernières recommandations, par exemple de Monsieur Sapin, bien que assez alarmistes, allaient déjà dans le bon sens, notamment sur la TVA, l'exonération de la TVA. Et disons que l'aspect régulation, effectivement, lorsque vous avez des plateformes entre des euros et des bitcoins, vous êtes sous une directive de la DSP2, vous devez être agréé, et donc vous devez mettre en place un certain nombre de règles de bonne conduite. En gros, c'est des luttes anti-blanchiment, de la politique client. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça vous fait pas peur qu'on se dise il faut quand même réguler tout ça, c'est normal, et peut-être que même c'est bon pour le business du Bitcoin. Sur la régulation, on va dire, entre les frontières euro et Bitcoin, c'est quelque chose qui paraît normal. Vous avez eu un certain nombre d'autres plateformes qui ne fonctionnaient pas comme ça. Ça n'a jamais mené à des choses positives. Alors pour dire que ça commence à entrer dans les mœurs, c'est vrai que vous parliez de Michel Sapin, on commence à dire qu'on va taxer les transactions en Bitcoin. Alors, c'est justement, il n'y a pas de TVA qui sera appliquée sur l'achat de Bitcoin, donc ça c'est déjà une bonne chose. Après, la taxation, elle se fait plus sur les plus-values faites sur un investissement en Bitcoin. Donc là, c'est quand on veut spéculer sur le Bitcoin, comme on achèterait des euros ou des dollars, qu'on jouerait la hausse ou la baisse, quoi. Voilà. D'accord, tout simplement. Donc là-dessus, c'est sûr que on sort un arsenal fiscal un peu disproportionné par rapport effectivement à la taille du marché, et c'est sûr que ça émet pas des signaux positifs, et donc ça décourage un peu, mais voilà, à terme c'est des choses comme sur l'or, comme sur d'autres valeurs, il y a une taxation qui arrive s'il y a des values.
Alors en France, on pense réguler, on pense taxer. Au Royaume-Uni, on a envie d'accueillir le Bitcoin. Hier, c'est le gouvernement britannique qui a annoncé étudier la possibilité donc de réguler les monnaies virtuelles pour profiter éventuellement de leur essor, de conforter la position de Londres comme une place importante au niveau financier. Faire de l'argent avec les Bitcoins, ça va dans le bon sens ? Oui, disons que le protocole Bitcoin, ce qui permet de faire, ça met moins de friction en gros dans toutes les transactions financières pour les marchands, pour les utilisateurs. Et de manière générale, toutes les transactions financières, vous avez peut-être 2-3% qui sont pris par des tiers qui font tourner le système. Avec le protocole Bitcoin, vous êtes à quasi 0%. Donc en fait, vous gagnez 3% de valeur et cette valeur, elle est captée justement par des sociétés qui proposent des nouveaux services autour du Bitcoin. Donc il y a vraiment matière à disrupter une industrie, on va dire. Toutes les industries qui sont affectées par le Bitcoin ont une capitalisation boursière de plus de 700 milliards de dollars. Donc c'est sur ce terrain de jeu, on va dire, que le Bitcoin est en train de jouer. Donc effectivement, il y a la possibilité d'économiser, de capter une valeur supplémentaire grâce au Bitcoin. Alors on parle là de grosses transactions, mais au quotidien, moi je veux faire des transactions en Bitcoin. Comment je m'y prends ? Quels sont les sites, par exemple Internet, de e-commerce qui les acceptent en France ? Alors, en France, il y en a effectivement assez peu. Vous avez, juste en face de nous, il y a une boutique qui vend du champagne de producteurs, qui vend ça en Bitcoin. Vous avez, après, c'est surtout des sites internationaux qui vendent en Bitcoin. Vous avez Expedia, vous pouvez louer votre hôtel, payer en Bitcoin. Vous avez sur Dell accepte le Bitcoin, vous pouvez acheter votre ordinateur en Bitcoin. Vous avez Overstock, vous avez Dish. Mais alors, on a la possibilité de le faire, mais est-ce que les gens le font vraiment ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus sur les transactions vraiment réalisées en Bitcoin ? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, vous prenez Overstock, il réalise une part significative, un montant conséquent en Bitcoin. Il y a vraiment un usage qui est fait. Des personnes qui ont du Bitcoin dépensent le Bitcoin. Juste en face de chez nous, par exemple, on a une brasserie qui maintenant accepte le Bitcoin. Donc, il me racontait qu'il y a des personnes, des touristes qui viennent spécialement dans cet endroit pour acheter en Bitcoin parce que voilà, ils ont de l'argent, ils ont des Bitcoins, plutôt que de transférer des dollars en euros et de prendre un taux de commissionnement de cette manière-là. Ils payent en Bitcoin quand ils sont à l'international. Donc pour le tourisme, c'est très fort. Et la France, on connaît, pays touristique, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes qui acceptent le Bitcoin justement pour capter cette clientèle. Et quand on arrive à la caisse, on paye comment alors ? Parce que ça n'existe pas, la monnaie, on l'a pas dans la main. Là. Voilà, c'est une application Bitcoin sur le TPE en gros le terminal de paiement. Le terminal de paiement du commerçant. Voilà, il est inscrit sur son smartphone sur une application 15 €. Moi, j'arrive, je scanne le QR code et voilà, c'est fait en quelques secondes. Donc c'est en mode push. Donc c'est moi qui effectue la transaction et ensuite lui capte l'information que la transaction a bien été effectuée. Tout simplement. D'accord. Alors en France, il manque quand même des gros acteurs du commerce sur ce marché-là. Il y a peut-être Monoprix qui voulait se lancer. Alors ils en ont parlé. Ce serait peut-être pour la fin de l'année, mais depuis, on n'a pas trop de nouvelles. Vous avez un peu des nouvelles là-dessus, vous ? Alors non, pas plus que ça. Disons que il y a une annonce qui a été faite. Maintenant, c'est d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine qu'on verra bien ce qui se fait. Il y a également Rakuten qui récemment a annoncé s'intéresser fortement au Bitcoin. Rakuten, c'est donc le japonais qui a racheté chez nous Price Minister. Exactement. Et vous avez donc d'autres acteurs qui prochainement accepteront le Bitcoin, ça c'est sûr. Et on a parlé aussi de pouvoir payer son loyer en Bitcoin. Exactement, ouais, vous avez la possibilité de payer votre loyer en Bitcoin tout simplement. Enfin aujourd'hui, si on veut vivre uniquement en Bitcoin, c'est encore compliqué. Oui. Mais vous n'êtes pas loin de pouvoir le faire. Enfin vous pouvez acheter pratiquement tout sur Internet. Vous pouvez vous faire livrer votre pizza. Vous avez un coiffeur en Bitcoin. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre en Bitcoin. D'accord. Bon alors en attendant que toutes les entreprises, même celles en bas de chez nous, la boulangerie l'accepte, il va falloir que vous travaillez encore beaucoup, vous, à la maison du Bitcoin. On rappelle votre adresse ? Alors c'est 35 rue du Caire, donc dans le 2e arrondissement. Et donc on peut venir chez vous, vous nous initiez au Bitcoin, vous nous ouvrez un compte et puis après on est en liberté avec nos Bitcoins. Exactement. Merci Thomas France, donc vous êtes cofondateur de la maison du Bitcoin. Et on se retrouve demain pour un nouveau 12-30. Tout de suite, je vous laisse avec Emmanuel Rubin de Couvert.